un adolescent de 16 ans menant une vie insouciante. Un jour, il a volé 140 $. On pourrait penser que dans un cas comme celui-ci, même s'il était attrapé, la punition serait légère. 1 semaine, peut-être 1 mois de détention au maximum. Mais ce que ce gamin n'avait jamais vu venir, c'est que ce seul vol détruirait toute sa vie et dégénérerait en des événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Notre histoire tourne autour de cet homme, Robert Nelson. Robert est né à Bloomington, en Californie. Dès son enfance, il a eu une vie difficile. Quand il avait 6 ans, sa mère s'est remariée et son nouveau beau-père a commencé à le traiter cruellement, l'abusant constamment. Naturellement, cela l'a poussé à se rebeller. Il a commencé à s'enfuir de chez lui, restant parfois dehors pendant des jours à ce jeune âge. Il a appris à voler pour survivre. De la nourriture, des vêtements, des marchandises dans les petites boutiques et supermarchés. La nuit, il s'introduisait dans les voitures juste pour dormir. Sa mère s'inquiétait constamment pour lui, mais elle ne pouvait pas le contrôler, surtout avec son mari qui le traitait si mal. Cela a continué jusqu'à ce que Robert ait 13 ans. Puis sa mère a finalement décidé de quitter ce mari terrible, après des années de souffrance. Mais malheureusement, même avec le beau-père hors de l'image, le gamin était déjà ancré dans ses habitudes. Il continuait à causer des problèmes, à voler, à se rebeller. D'ailleurs, il aimait sa mère, et elle l'aimait. Mais le gamin était déjà accro à un certain style de vie et ne pouvait pas changer. Et bien sûr, cela a conduit à des affrontements avec la loi. Robert est allé en détention pour mineurs à plusieurs reprises pendant son adolescence. La plupart de ses peines étaient pour vol. Il volait tout ce qu'il pouvait, et parfois, il se faisait prendre. Tout ce qui était de la petite délinquance. Quelques semaines en centre pour mineurs, puis la libération. Mais le moment où il sortait, il y retournait immédiatement. Il était clair qu'il n'avait aucune intention de se réformer. À l'été 1979, Robert a eu 16 ans. Il venait juste de sortir d'un autre séjour en détention pour mineurs. Sa mère lui a trouvé un emploi sur un bateau de croisière. Il travaillerait comme peseur. Elle avait travaillé sur des bateaux de croisière à Miami auparavant. Donc, grâce à ses contacts, elle a arrangé cela. Le gamin n'était pas convaincu au début, mais sa mère l'a poussé à essayer au moins. Elle voulait qu'il sorte du cycle de problèmes dans lequel il se jetait constamment. Après beaucoup de persuasion, il a accepté et a décidé d'y aller. Robert devait donc voyager de la Californie jusqu'en Floride. Il a pris un train et après un voyage de plus de 3 jours, il est finalement arrivé à Miami. Mais avant de se présenter pour le travail, il a décidé de rendre visite à de vieux amis qui vivaient là-bas. Ils ont traîné ensemble, se remémorant le passé. Pendant leur conversation, il leur a dit que sa mère lui avait trouvé un travail sur un bateau de croisière en tant que peseur. Ses amis ont ri de lui. « Tu vas aller te crever le cul sur un bateau pour un salaire de misère. » Robert a dit « Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre ? Je n'ai pas d'option. » Un ami a dit « Viens avec nous. On va t'apprendre à gagner de l'argent pour de vrai. » Puis il a sorti un petit sac blanc. Il vendait de la drogue. Robert a été facilement convaincu. Il a laissé tomber le travail que sa mère avait arrangé et a décidé de rester avec ses amis, vendant de la drogue à Miami. Il a plongé dans une spirale pire qu'avant. Il ne vendait pas seulement de la drogue. Il en consommait aussi. Des nuits tardives, des fêtes, de l'alcool, de la débauche. C'est devenu sa vie. Mais les choses étaient sur le point de changer rapidement. Le 31 août 1979, un moment allait bouleverser son monde. Robert et l'un de ses amis sont entrés dans un petit supermarché. Après avoir pris quelques articles, ils sont allés à la caisse pour payer. Mais quand ils sont arrivés au comptoir, ils ont vu qu'il était vide. Le tiroir caisse était ouvert. Robert
à regarder à gauche et à droite pour voir si le caissier était à proximité, mais l'endroit était désert. Pas de caissier, pas de client. Il a donc décidé de tendre la main, d'ouvrir le tiroir et de prendre l'argent à l'intérieur. Il a dit à son ami de surveiller l'entrée au cas où quelqu'un viendrait pendant qu'il ramassait les billets. Soudain, le caissier est revenu des toilettes. En les voyant voler, elle a crié. Robert et son ami ont fui, emportant l'argent avec eux. Le montant était petit, environ 140 $, mais le caissier est resté là, sous le choc, se sentant trahi. Elle n'était partie aux toilettes que 2 minutes et était revenue pour se retrouver volée. Elle a immédiatement appelé la police. Un détective est arrivé, a examiné les lieux et a interrogé le caissier. Elle lui a dit « 2 adolescents sont entrés avec des masques, mais les masques étaient semi-transparents, comme un tissu fin. Elle pouvait voir partiellement leur visage, leurs traits généraux. Puis, l'un d'eux a sorti un couteau, l'a menacé et lui a ordonné de remettre tout l'argent. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se conformer. Elle a également dit qu'ils avaient coupé la ligne téléphonique, puis s'étaient enfuis. Elle était en pleurs, sous le choc et la peur. Elle est sortie, a utilisé un autre téléphone pour appeler la police et a raconté son histoire au détective. Le détective a pris cela au sérieux. Un vol à main armée, même si le montant était petit. La voix du caissier tremblait. Elle était clairement terrifiée. Elle a également dit qu'elle avait reconnu les garçons. Elle les avait déjà vus dans le quartier. Le nom du détective était John Sennott. C'était son district, donc il connaissait les fauteurs de troubles et les criminels locaux. Il est allé à sa voiture, a rapporté des photos de quelques délinquants adolescents ayant un casier et les a montrées au caissier. Elle les a regardés. Quand elle est arrivée à la photo de Robert, elle a immédiatement dit « C'est lui, c'est l'un des voleurs ». Le détective a immédiatement reconnu Robert Nelson. Il avait déjà eu affaire à lui. Robert avait un casier. Une fois, il avait volé une moto et avait été attrapé alors qu'il la conduisait ouvertement dans la rue. En plus de cela, il était soupçonné de vendre et de consommer de la drogue. Le détective connaissait bien Robert, l'un des fauteurs de troubles chroniques de la région. La nouvelle s'est répandue rapidement que Robert était recherché. Il s'est caché, dormant chez un ami et sortant rarement. Le détective Sennott connaissait la région et ses informateurs. Il a contacté l'un de ses jeunes informateurs, lui a dit que Robert Nelson était recherché et lui a demandé de trouver son emplacement. Quelques jours plus tard, l'informateur a signalé que Robert se cachait chez un ami et a donné l'adresse. Un mandat d'arrêt avait été émis pour Robert, mais le détective ne pouvait pas perquisitionner la maison de l'ami sans un mandat de perquisition séparé d'un juge. Il a donc surveillé l'endroit. Puis, il a repéré une Camaro orange qui roulait près de la maison. Il a soupçonné que Robert la conduisait, a suivi la voiture et l'a arrêtée. Quand le conducteur est sorti, c'était Robert. Par formalité, le détective a demandé son permis. Robert a montré un faux avec un nom différent. Le détective a dit « Bon, sors de la voiture » et lui a passé les menottes. Puis il a dit « Robert Nelson, vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée. » Robert a essayé de faire l'idiot. « Je ne suis pas cette personne. Mon nom n'est pas Robert. » Mais cela n'a pas marché. Robert a été placé en détention en attendant son procès. Malheureusement pour lui, être arrêté en Floride allait multiplier ses problèmes. Les lois de la Floride sont plus sévères et plus strictes que celles de la Californie. L'une des choses qu'ils font dans les tribunaux de Floride est de juger les mineurs comme des adultes s'ils ont un casier judiciaire persistant, même s'ils ont moins de 18 ans. Bien sûr, il y a une grande différence entre les peines pour mineurs et pour adultes, mais la décision a été prise. Robert, bien qu'ayant 16 ans, serait jugé comme un adulte en raison de ses antécédents criminels longs.
le système a estimé que les tentatives de réadaptation avaient échoué. Il était considéré comme incorrigible. Il avait donc besoin de ressentir la piqûre d'une punition d'adulte. Mais ce n'était pas la pire partie. Le pire était l'accusation elle-même, le vol à main armée. Un crime grave. Le procès de Robert a commencé en Floride. Sa mère et sa sœur sont venues de Californie pour le soutenir. Initialement, Robert pensait qu'il serait accusé de simple vol. Après tout, il n'avait volé que 140 $, et il n'y avait pas eu de violence impliquée. Il pensait que même en tant qu'adulte, la peine ne serait pas si effrayante. Mais il a été choqué quand il a entendu l'accusation officielle et l'histoire du caissier. Un couteau pointé sur elle, des menaces et des lignes téléphoniques coupées. D'ailleurs, le complice de Robert n'a jamais été identifié. Robert a nié le vol à main armée. Il a admis avoir volé les 140 $, mais a vigoureusement nié avoir utilisé un couteau ou avoir coupé la ligne téléphonique. Il a affirmé que lorsqu'il a volé l'argent, personne n'était à la caisse. Il a soutenu que le caissier avait inventé l'histoire pour couvrir sa propre négligence. Elle ne pouvait pas assumer la responsabilité d'avoir quitté son poste, alors elle a inventé ce récit pour rejeter la faute et garder son emploi. C'est devenu le cœur du procès. L'affaire ne portait plus sur les 140 $. Elle portait sur le fait que le vol était armé ou non. La différence était énorme. Un vol à main armée élève le crime à un tout autre niveau avec des peines sévères. Malheureusement pour Robert, son passé criminel lui a nui. Le jury n'a pas cru son histoire. Il a été reconnu coupable de vol à main armée et condamné à 25 ans de prison. Quand la peine a été lue, Robert était sous le choc. Il a crié dans la salle d'audience « 140 $. Comment pouvez-vous me condamner à 25 ans pour 140 $? Le gamin est devenu fou, et on ne pouvait pas lui en vouloir. C'était une peine qui détruisait la vie. Sa famille a également été dévastée. Cela ressemblait à une peine de mort. C'était une peine bizarrement sévère. Les gens commettent des crimes bien pires et prennent moins de temps. Mais plusieurs facteurs ont convergé. Il a été jugé en Floride, une juridiction stricte. Son casier l'a fait juger comme adulte, et l'histoire, ou la fabrication du caissier, a scellé son sort. Le gamin a senti que sa vie était finie. Il est entré en prison en mai 1980. Et vous penseriez que les désastres se sont arrêtés là? Non. Il a été envoyé au Sumter Correctional Institution, l'une des prisons les plus dures de Floride, peut-être de toute l'Amérique. Un enfer violent rempli de tueurs, de violeurs et de gangsters. Imaginez un garçon de 16 ans jeté dans une cage de lion. Dès le premier jour, littéralement, Robert a vu un prisonnier se faire poignarder juste devant lui. C'était normal là-bas. Des passages à tabac, des coups de couteau, toutes les formes d'agression violente. Robert lui-même a subi de nombreux passages à tabac et agressions sexuelles. Il a dit plus tard qu'il ne voulait pas parler, ni même se souvenir de cette période. C'était à ce point. Il était constamment battu, humilié, et sa vie était perpétuellement menacée. Chaque jour était une bataille pour la survie. Après avoir souffert dans cet enfer, Robert a réalisé que même s'il acceptait sa peine de 25 ans, il ne survivrait pas ici. Il finirait par être tué. Il a donc décidé que la seule issue était de s'évader. Cette pensée l'a obsédé dès le début. Mais il n'a pas pu trouver de moyens pendant plus de 2 ans. Il a juste essayé d'endurer et de survivre. Nous arrivons en 1983. Robert a maintenant 19 ans. La prison avait 2 sections. Une pour les détenus de haute sécurité, longue peine. Une pour les détenus de basse sécurité, peine plus courte, moins de 5 ans. Robert était dans l'aile de haute sécurité. Pendant ces 2 années,
il s'est lié d'amitié avec un autre détenu nommé Heavy. Robert a partagé son plan d'évasion avec Heavy. Ils ont réfléchi ensemble, cherchant un moyen de sortir. Finalement, ils se sont arrêtés sur un plan. Ce n'était pas rusé ou sophistiqué. Il reposait sur la vitesse et la chance. Mais ils en avaient assez de cet endroit. Ils ont décidé que l'évasion aurait lieu le 2 janvier 1983. En janvier, il fait un froid glacial en Floride, avec des journées courtes. Après les repas, les détenus avaient un temps limité pour marcher dans les cours extérieures. Robert et Evie ont commencé à marcher sur le chemin qui faisait le tour de la prison. Leur plan ? Choisir un coin quelque peu caché. Grimper. La clôture intérieure séparant l'aile de haute sécurité de l'aile de basse sécurité. Cette clôture était normale, facile à escalader. Contrairement à la clôture extérieure du périmètre, qui était double, plus haute et surmontée de barbelés. D'ailleurs, il n'y avait pas de différence de sécurité entre les deux ailes. Même garde, même sévérité. La seule différence était le temps autorisé à l'extérieur. Les détenus de haute sécurité n'avaient que 2 heures après les repas. Les détenus de basse sécurité pouvaient rester dehors jusqu'au coucher du soleil. Leur objectif était d'entrer dans la cour de basse sécurité, de se fondre parmi ces détenus jusqu'à la tombée de la nuit, puis d'utiliser la couverture de l'obscurité pour s'évader par la double clôture extérieure. Ils ont exécuté leur plan. Pendant la période de récréation de ce jour-là, ils sont allés dans le coin isolé et ont escaladé la clôture intérieure pour entrer dans la cour de basse sécurité. D'autres détenus les ont vus, mais Robert et Evie espéraient que personne ne les dénoncerait. Leur plan était de se fondre jusqu'au coucher du soleil, puis d'essayer d'escalader la clôture extérieure en barbelés. C'était déjà un énorme défi. Des barbelés, des miradors avec des gardes armés. Comme c'était une prison de sécurité maximale, les gardes étaient autorisés à tirer sur tout détenu s'évadant. Leur plan pouvait les faire tuer, mais ils étaient déterminés. La mort était préférable à rester. Alors qu'ils essayaient de se fondre, ils ont reçu une mauvaise nouvelle. Certains prisonniers se sont approchés et les ont avertis qu'un détenu était sur le point de les dénoncer aux gardes. Robert et Evie ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas attendre le coucher du soleil. Ils devaient agir maintenant ou perdre leur chance. Immédiatement, ils ont couru vers la clôture extérieure. C'était de la pure folie, courir en plein jour, devant tout le monde. Les gardes les ont repérés instantanément. Les alarmes ont retenti. Les sirènes ont hurlé. Robert et Evie ont commencé à escalader la clôture. Dans les reconstitutions dramatisées, on pourrait voir les barbelés bas. Mais en réalité, ils couvraient complètement le sommet. Pour passer, ils devaient se hisser au-dessus du fil tranchant avec leurs mains et leur corps. C'était atrocement douloureux, mais l'adrénaline est un miracle. Ils portaient également des vestes / capuchons de prison, parce que c'était l'hiver, ce qui leur donnait une toute petite protection contre les fils. Alors que les alarmes retentissaient, les gardes ont levé leurs fusils et ont ouvert le feu. La veste de Robert s'est accrochée au barbelé, l'arrêtant momentanément, faisant de lui une cible facile. Mais heureusement, il l'a libéré juste à temps. Après la première clôture, ils ont dû escalader la deuxième clôture identique. Plus de barbelés, plus de tirs au-dessus d'eux. Par un miracle, ils ont tous les deux franchi la deuxième clôture, atterrissant à l'extérieur des murs de la prison. Malgré une pluie de balles, aucun n'a été touché. Ils ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient vers la forêt dense et tentaculaire adjacente à la prison, où ils pourraient disparaître. Les gardes les ont poursuivis, tirant dans les bois. Robert et Evie ont continué à courir de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce que, finalement, les tirs cessent. Ils savaient qu'ils avaient échappé à l'emprise des gardes. Ce qu'il y a de plus étonnant, malgré les tirs nourris,
aucun n'a été touché. Juste quelques égratignures et coupures dues au barbelé. Ils ont été euphoriques un instant. Mais ensuite, la réalité les a frappés. Ils n'avaient pas de plan après l'évasion. Et ils ne savaient même pas où ils étaient. Perdus dans une forêt vaste et tentaculaire, sans direction. Ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer à avancer. Ils ont choisi une direction au hasard et ont marché. Et marché. À travers les arbres et les marécages. Le voyage a été brutal. Pas de nourriture, pas d'eau, et le froid de janvier était impitoyable. Pendant ce temps, les autorités ont essayé de les retrouver, mais ont perdu toute trace. Chercher dans cette forêt était presque impossible. Ils ne savaient même pas si les évadés étaient encore en vie. Ils auraient pu être abattus, morts de faim, de déshydratation, ou rencontrer des prédateurs. Les recherches n'ont pas duré longtemps, mais des avis ont été émis. Robert et Heavy étaient épuisés, affamés. Des jours ont passé sans nourriture. L'eau était rare. Ils ont dû boire de l'eau de marais, qui était sale et dangereuse. Mais ils n'avaient pas le choix. Robert a dit plus tard que dans ces moments, s'il avait vu un flic, il l'aurait appelé juste pour être secouru. Il sentait la mort approcher. Le pire, il n'avait aucune idée de combien de temps il devrait endurer cela. Mais il n'avait pas d'option. Ils ont continué à marcher, toujours en gardant le soleil dans le dos pour éviter de tourner en rond. Avant le coucher du soleil, ils trouvaient un endroit pour se reposer. Ils étaient toujours terrifiés par les prédateurs nocturnes ou les serpents. Ils ont marché pendant 4 jours consécutifs, parcourant chaque jour moins de distance que la veille. Enfin, le soulagement est venu. L'après-midi du 5e jour, ils ont atteint un sol sec, une zone plate, et ont vu une tente de fortune, au loin faite de bâches. Probablement un campeur, un chasseur ou quelqu'un en voyage. Ils auraient dû être prudents. Qui sait à qui elle appartenait ou s'il était au courant de l'évasion. La nouvelle de leur évasion s'était probablement répandue parmi les habitants. Mais ils étaient si épuisés et affamés qu'ils ne pouvaient pas penser clairement. Ils ont couru directement vers la tente. Heureusement, elle était vide. Le propriétaire était probablement absent. Ils ont trouvé de la nourriture en conserve, des chips, des snacks. Ils ont mangé comme des animaux sauvages, n'ayant rien eu depuis des jours. Puis, ils ont trouvé des vêtements secs. Ils ont pris toute la nourriture et les vêtements, et se sont éloignés rapidement de la tente. À un autre endroit, ils ont enfilé les vêtements propres et se sont reposés jusqu'au soir. Ayant trouvé la tente, ils savaient qu'ils étaient près de zones habitées. Ils étaient sortis de la forêt profonde après 5 jours perdus. Alors que la nuit tombait, ils ont trouvé une petite colline et l'ont escaladée pour scruter l'horizon. Au loin, ils ont vu des lumières faibles, les lumières d'une autoroute à proximité. Ils savaient que c'était leur direction. Ils ont passé la nuit sur cette colline. À l'aube, ils se sont dirigés vers ces lumières. Après plusieurs heures de marche, ils ont finalement atteint la civilisation, une autoroute reliant plusieurs villes de Floride. Ils se sont tenus au bord de la route, faisant du stop. Finalement, une voiture s'est arrêtée. Le conducteur ne les a pas reconnus ou n'avait pas entendu les nouvelles. Rappelez-vous, c'était en 1983. Pas de photos haute définition, et l'information ne se répandait pas aussi vite. Quoi qu'il en soit, ils avaient mis beaucoup de distance entre eux et la prison. Le conducteur se dirigeait vers une petite ville côtière appelée Zero Beach, loin de là où ils étaient. Parfait pour eux, ils ont fait du stop. Arrivé à Zero Beach, Robert a dit à Heavy « Allons à la plage ». Une fois là-bas, Robert s'est jeté dans l'océan pour laver la boue et la saleté. Il a dit plus tard qu'à ce moment-là, il avait enfin ressenti une véritable liberté. Il pouvait se détendre et vider son esprit après le cauchemar de la forêt. Heavy, en revanche,
ne se souciait pas de se laver. Il a décidé d'explorer la zone pendant que Robert nageait. Au bout d'un moment, Robert est sorti de l'eau, rafraîchi, prêt à continuer n'importe où. Le monde était ouvert, mais alors Heavy est revenu en courant, paniqué. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Robert. Heavy a haleté. « Les flics, ils me poursuivent, ils me poursuivent. » Robert a été choqué. « Ils t'ont identifié. » Il était confus. Ils étaient à plus de 250 km de la prison. Les habitants et la police ne devraient pas les reconnaître aussi facilement. Mais Heavy est rapidement expliqué. « Non, non, personne ne m'a reconnu. Mais je suis entré par effraction dans la maison de quelqu'un. » Robert l'a regardé avec incrédulité. « Es-tu idiot ?» Ils étaient des fugitifs censés se faire discrets. Et Heavy venait de s'introduire dans une maison. Que s'est-il passé? Heavy se promenait, a vu des gens faire un barbecue dans leur jardin, a senti la viande. Après des jours de famine, il n'a pas pu résister. Il a essayé de s'introduire pour voler un peu de leur barbecue. Les propriétaires l'ont vu et ont appelé la police. Il a fui et a couru vers Robert. Mais avant qu'il ne puisse bouger, 2 agents de police sont arrivés. Les propriétaires avaient dû repérer une voiture de patrouille à proximité. On décrit Heavy et la direction dans laquelle il avait couru. La patrouille les a trouvés. Les agents leur ont ordonné de s'arrêter. Ils se sont adressés à Heavy. « Vous venez avec nous pour intrusion. » Un agent a emmené Heavy dans leur voiture. L'autre agent s'est tourné vers Robert et a demandé « Étiez-vous avec lui ?» Robert a rapidement répondu « Non, non, je n'étais pas avec lui. Je nageais dans l'océan. » L'agent a dit « D'accord, mais c'est votre ami, non? Vous ne voulez pas venir au poste avec lui ?» Robert a dit « Non, je le connais à peine. Je viens de le rencontrer aujourd'hui quand nous avons fait du stop ensemble. Nous ne sommes pas proches. » Robert savait que c'était la fin pour Heavy. Une fois qu'il l'aurait emmené au poste et vérifié son identité, il découvrirait qu'il était un criminel évadé. Robert essayait maintenant de se sauver lui-même, de ne pas tomber avec son ami. L'agent a dit « Bien, mais donnez-moi votre pièce d'identité. » Robert était coincé. Il a inventé une excuse. « J'ai laissé mes affaires sur la plage pendant que je nageais. Et quand je suis revenu, elles avaient disparu. Je pense qu'elles ont été volées, donc je n'ai pas ma pièce d'identité. » L'agent n'était pas convaincu, mais légalement ne pouvait pas faire grand-chose. Il a dit « D'accord, mais venez à la voiture. Je vais prendre vos empreintes au cas où d'autres crimes auraient eu lieu dans la région. Ensuite, vous pourrez partir. » Robert n'a pas eu d'autre choix que de se conformer. Il est allé à la voiture. L'agent a pris ses empreintes et enregistré un nom. Robert en a donné un faux. Après cela, l'agent l'a laissé partir. Robert a immédiatement quitté cette ville aussi vite qu'il le pouvait. Il savait qu'au moment où les flics découvriraient que Heavy était un évadé, ils découvriraient aussi son identité et il serait de nouveau recherché. Alors, Robert a continué à courir, essayant de s'éloigner le plus possible. Mais dans sa hâte frénétique, il s'est précipité dans une rue sans remarquer une voiture qui arrivait. La voiture l'a heurté, le jetant au sol. Heureusement, elle ne roulait pas vite. L'impact était mineur et il n'a pas été gravement blessé. Le conducteur s'est arrêté, sur le point de vérifier son état. Mais avant qu'elle ne puisse même réagir, Robert a fait quelque chose de complètement bizarre. Au lieu de s'enfuir, il s'est levé, a fait le tour, a ouvert la portière passager et est monté à l'intérieur. Le conducteur était stupéfait. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'est-elle exclamée. Robert a décidé de tenter un pari risqué. Il était désespéré. Il avait besoin de sortir de là avant que les flics ne l'identifient et ne déclenchent une alerte dans tout l'État. Il était prêt à tout essayer. Alors plutôt que de mentir,
ou d'inventer une histoire à fendre le cœur pour gagner sa sympathie. Robert lui a simplement dit la vérité absolue. Il a avoué qu'il était un prisonnier évadé. Il lui a dit qu'il avait besoin de son aide pour s'enfuir. Il a juré qu'il était pacifique et ne lui ferait jamais de mal. Tout ce dont il avait besoin était un peu d'aide. Il a supplié et imploré, lui racontant qu'il avait été condamné à 25 ans de prison à seulement 16 ans. Tout ça pour avoir volé 140 $ dans un supermarché. Il lui a donné son vrai nom, le nom de la prison dont il s'était évadé, et chaque détail de ce qui lui était arrivé. Il a dit que son seul but était de retourner auprès de sa mère et de sa famille en Californie. Le conducteur, malgré le choc initial et l'incrédulité, a senti sa sincérité. Elle a vu un pauvre gamin désespéré qui avait besoin d'aide. Il avait réussi à l'émouvoir. Elle a demandé « D'accord, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il a répondu « Sortez-moi d'ici. Emmenez-moi ailleurs. » Elle a réfléchi un moment, puis a décidé de l'emmener chez elle. Quand ils sont arrivés, elle s'est garée et lui a dit « Je vais rentrer et appeler mon mari. Je reviendrai vous chercher. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui expliquer que vous avez besoin d'aide. » Robert a attendu dans la voiture, tendu et anxieux. Il avait peur qu'elle change d'avis, ou que son mari ne comprenne pas et le livre plutôt à la police. Il a commencé à regarder autour de lui nerveusement, pensant même à sauter de la voiture et à courir, mais il ne connaissait pas la région et n'avait nulle part où aller. Il est donc resté immobile, hésitant. Environ 10 minutes plus tard, le mari de la femme est sorti, est monté dans la voiture et a demandé directement à Robert « Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes vraiment un prisonnier évadé ?» Robert a dit oui. L'homme a demandé « Et en quoi est-ce mon problème ?» Robert a répondu « Ce n'est pas votre problème. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de saisir ma chance de liberté. » Puis Robert a commencé à lui raconter son histoire, nerveusement, craignant que cet homme ne soit pas aussi compréhensif que sa femme. Mais en entendant les détails, le mari s'est attendri. Il a vu ce jeune gamin, a entendu son histoire et a senti l'injustice. Cela n'avait pas de sens. Un adolescent de 16 ans à qui on enlève 25 ans de sa vie pour un vol mineur. Finalement, l'homme a dit « D'accord, je vais vous aider à partir. Le plus loin que je puisse vous emmener est Cocoa Beach. » Robert a accepté. Cocoa Beach était à environ 100 km de Vero Beach, une bonne distance pour le séparer de la ville où il serait bientôt recherché. L'homme l'a donc conduit à Cocoa Beach. Avant que Robert ne sorte de la voiture, l'homme lui a remis de l'argent et une veste. « Prenez cet argent pour vous aider, et cette veste pour vous tenir chaud. » Robert l'a remercié de tout son cœur. Il n'arrivait pas à croire que des étrangers complets, dont il ne connaissait même pas les noms, étaient venus à son aide. Une aide qu'il n'oublierait jamais. Maintenant, l'étape suivante, il devait trouver un moyen de quitter la Floride. La seule destination qui avait du sens était la maison. Retourner auprès de sa famille, sa mère et sa sœur, à Faraway, en Californie. Elle lui avait rendu visite en prison peut-être 1 ou 2 fois par an, car le voyage était long et difficile, et les déplacements n'étaient pas aussi faciles à l'époque. Cela faisait peut-être 1 an ou plus qu'il ne les avait vus. Elle lui manquait terriblement, et il n'y avait pas d'autre endroit qui l'accueillerait dans cette situation. Rentrer à la maison comportait des risques. Il était maintenant un fugitif recherché, probablement avec des avis dans tout le pays. La police californienne pourrait surveiller la maison de sa famille. Ses pensées le tourmentaient. Il a décidé d'appeler sa mère pour prendre de ses nouvelles et évaluer la situation. Il a trouvé une cabine téléphonique et a appelé chez lui. Sa mère a répondu. Le moment où elle a entendu sa voix, elle était ravie. « Comment vas-tu, mon fils ? Est-ce que tu vas bien ?
Il l'a assuré qu'il allait bien, qu'il avait réussi à échapper à l'emprise de la police. Elle avait entendu les nouvelles qu'il était en fuite, mais ne savait pas s'il était vivant ou mort. Elle s'était fait un sang d'encre. Entendre sa voix a été un immense soulagement. Robert lui a dit qu'il était toujours en Floride. Elle l'a pressé. « Tu dois sortir de là. Ils vont continuer à te chercher ici. Reviens en Californie. Nous t'aiderons autant que nous le pourrons. » Il a dit que c'était exactement son plan, mais qu'il avait peur que la police là-bas le cherche. Sont-ils venus à la maison? Ont-ils posé des questions sur moi? Avez-vous remarqué quelqu'un qui surveillait? Sa mère l'a assuré. Non, non, ils ne sont pas venus. Personne n'a demandé, et nous n'avons vu personne surveiller. Robert s'est senti soulagé. Peut-être que ses craintes n'étaient pas fondées. Certes, la Californie avait la vie, mais ce n'était qu'un bulletin. Il ne le rechercherait pas activement, à moins d'avoir une indication qu'il s'y trouvait. Il se sentait assez en sécurité pour rentrer chez lui sans se faire prendre immédiatement. Il a dit au revoir, lui a dit qu'il l'aimait, et elle lui a dit de faire attention. Maintenant, Robert avait besoin d'un moyen de sortir. Il était venu en Floride en train, mais maintenant, c'était impossible. Les trains inter-États nécessitaient une pièce d'identité ou un passeport, ce qu'il n'avait pas. La meilleure option était les bus. Il a pris plusieurs. Bus se déplaçant de ville en ville, d'État en État. Pour les voyages inter-États, il n'utilisait pas non plus les bus. Ils exigeaient également une pièce d'identité, alors il faisait du stop sur les autoroutes. Dans les États, il utilisait les bus. La nuit, il dormait dans les rues comme un sans-abri. C'était épuisant, mais une promenade dans le parc comparée au cauchemar de la forêt. Après 9 jours de voyage ininterrompu, parcourant plus de 5000 km, il est arrivé à Barstow, en Californie, une petite ville plus proche d'un village. C'est là que vivait sa famille. Il s'est dirigé directement vers la maison. La porte était déverrouillée. Il est entré. La première personne qu'il a vue était sa sœur. Elle l'a serré dans ses bras. Quelques instants plus tard, sa mère est entrée. Quand elle l'a vu, elle a fondu en larmes de joie et l'a serré fort. Ce fut des retrouvailles émouvantes. D'ailleurs, pendant son emprisonnement, sa mère s'était remariée, cette fois avec un homme gentil et respectueux, complètement différent du beau-père abusif de l'enfance de Robert. Le beau-père était au courant de Robert et s'attendait à ce qu'il puisse se présenter. Il l'a accueilli chaleureusement. Ils se sont tous assis autour de la table du dîner, heureux, se sentant à nouveau comme une famille. Dans les jours qui ont suivi, Robert est resté principalement caché à l'intérieur de la maison, sortant rarement. La police californienne ne le recherchait pas activement. Ce n'était pas leur affaire, mais la vie était toujours là. S'il était repéré et reconnu, il serait attrapé. Il est donc resté à l'intérieur. Les rares fois où il sortait, il portait des vêtements amples, une couvre-chef et une écharpe pour cacher son visage. Mais vivre ainsi était difficile et ennuyeux, confiné, constamment sur le qui-vive. Après quelques semaines, même sa famille a remarqué qu'il devenait déprimé. Un jour, sa sœur Elisabeth l'a invité à une fête pour lui remonter le moral. Robert hésitait. Il voulait s'amuser, mais rencontrer de nouvelles personnes pouvait attirer l'attention. Sa sœur a insisté et il a finalement cédé. À la fête, sa sœur l'a présenté à ses amis. L'une d'elles était une fille nommée Sharon. Ils ont tout de suite accroché, discutant et ressentant une attirance mutuelle. Dans les jours suivants, ils ont commencé à sortir ensemble et sont tombés dans une relation. Quand Robert s'est senti assez à l'aise avec elle, il a décidé de se confier complètement. Il lui a raconté toute son histoire, son passé tumultueux, la peine injuste de 25 ans pour un vol mineur, l'évasion, les balles évitées, la survie dans la forêt
et la lutte pour rentrer chez lui. Les sentiments de Sharon n'ont pas changé. Si quoi que ce soit, elle était encore plus impressionnée par sa résilience. Puis, elle a avoué ses propres secrets. Elle a admis qu'elle avait quelques activités parallèles et qu'elle vendait elle-même de la drogue, bien qu'à petite échelle. Ils étaient tous les deux des fauteurs de troubles, ce qui les a rapprochés, construisant la confiance. Sharon avait 25 ans, 6 ans de plus, et vivait seule, sa famille étant dans une autre ville. Cela donnait à Robert la liberté de rester parfois chez elle. Il a commencé à partager son temps entre la maison de sa famille et l'appartement de Sharon. Peu à peu, Robert a baissé sa garde. Plus d'un mois s'est écoulé sans que des flics ne se montrent. Il a commencé à se sentir en sécurité, sortant plus souvent. Il a même commencé à travailler avec son beau-père dans son atelier de plomberie, gagnant de l'argent. Il commençait à vivre une vie normale à nouveau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les autorités de Floride n'avaient pas abandonné. La dernière fois qu'elles l'avaient localisé, c'était quand Heavy avait été attrapé à Vero Beach. Elle savait qu'il s'était échappé là-bas. Les détectives de Floride soupçonnaient fortement qu'il avait quitté leur État et était retourné dans sa base en Californie. Ils ont contacté directement les autorités californiennes, les exhortant à rechercher activement Robert, pas seulement à compter sur la vie. Ils leur ont spécifiquement demandé de surveiller la maison de sa famille. La police californienne, plus précisément le bureau du shérif du comté de San Bernardino, a répondu. Ils avaient sa description et ses photos et ont commencé à surveiller la maison. Robert, complètement pris au dépourvu, sortait maintenant ouvertement et travaillait avec son beau-père. Il était bien trop à l'aise. Le 4 mars 1983, seulement 2 mois après son évasion, les flics qui surveillaient la maison l'ont repéré en voiture avec son beau-père. Après avoir confirmé son identité, plusieurs agents se sont approchés, armes dégainées, encerclant le véhicule. Ils ont pointé leurs armes sur lui, lui ont ordonné de sortir et l'ont arrêté. Sa famille est sortie après avoir entendu le bruit. Sa mère et sa sœur étaient dévastées, pleurant en le voyant emmené. Mais ce n'était pas la fin. Robert a été arrêté en Californie pour être un fugitif recherché. Mais les autorités californiennes ne pouvaient pas simplement le livrer à la Floride sans une audience d'extradition. Un juge californien devait l'ordonner. Il a donc été détenu en attendant cette audience. La caution a été fixée à $50,000, lui permettant d'être libéré jusqu'à l'audience d'extradition. Ce n'était pas pour l'évasion elle-même, c'était pour le processus d'extradition. S'il avait été directement accusé d'évasion, il n'y aurait pas eu de caution. Le problème était de savoir où trouver $50,000. L'amour de sa mère était sans limite. Elle et son mari ont offert leur maison comme garantie, ce que la loi permettait, pour le libérer sous caution. Robert a donc été libéré et est retourné chez lui. Pendant cette période, sa mère a lancé une campagne de base. Elle voulait rallier l'opinion publique, arguant que la peine de 25 ans de son fils était injuste. Elle a parlé aux voisins, aux amis et aux médias locaux. La campagne a fonctionné. Elle a recueilli plus de 3000 signatures de personnes qui sympathisaient avec lui et estimaient que la peine était cruelle. L'objectif n'était pas de l'innocenter. C'était de bloquer son extradition vers la Floride, afin qu'il puisse être jugé en Californie, où les lois étaient plus clémentes. Mais 2 semaines plus tard, la nouvelle écrasante est arrivée. Le gouverneur de Californie lui-même a signé l'ordre d'extradition. L'accusation d'évasion n'était pas un jeu, c'était fini. La campagne a échoué. Cela a dévasté Robert, sa famille et Sharon. Il avait maintenant 24 heures pour se rendre aux autorités. Robert a décidé de passer ses dernières heures entre la maison familiale et l'appartement de Sharon. Il est allé chez Sharon. C'était sombre, comme des funérailles.
Il se disait au revoir, sachant qu'il retournerait probablement purger les 23 années restantes, plus encore pour l'évasion. Mais Sharon lui a suggéré de fuir à nouveau. « Ne te rends pas. Je vais te donner tout l'argent que j'ai pour t'aider à partir. » Sharon, une petite trafiquante de drogue, avait économisé une somme décente et était prête à tout lui donner. Robert a hésité. « Même si je fuis, où irai-je » Elle a dit que n'importe où était mieux que la prison. Il a réfléchi. Il se souvenait des horreurs de la prison. Il ne pouvait pas y retourner. Mais il y avait sa famille. Ils avaient mis leur maison en gage pour sa caution. S'il fuyait et ne se rendait pas, les autorités saisiraient leur maison. Ils auraient de gros ennuis. Pourtant, il ne pouvait pas affronter la prison à nouveau. Il a décidé de continuer à fuir, espérant que sa famille lui pardonnerait. Il a également raisonné que les autorités ne les mettraient pas simplement à la rue. Il y avait des lois. Elles devraient probablement juste payer la caution de 50 000 $ en plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, il serait accablé. Mais il sentait qu'il n'avait pas d'autre choix, et il espérait qu'elle comprendrait. Cette nuit-là, avant l'expiration des 24 heures, Robert et Sharon se sont éclipsés dans sa voiture sous le couvert de l'obscurité. Dans les jours suivants, ils ont déménagé entre plusieurs villes de Californie. Bien sûr, un nouveau mandat a été émis quand il ne s'est pas rendu. Après 2 semaines de déplacement, ils ont atteint Los Angeles, la plus grande ville de Californie. Robert sentait qu'il pourrait s'y fondre plus facilement, surtout à Hollywood, où toutes sortes de gens se mélangeaient. Il était facile de disparaître. Il a loué une petite chambre à Hollywood avec l'argent de Sharon. Sharon a ensuite décidé de retourner à San Bernardino pour continuer son trafic et gagner plus d'argent. Leurs fonds s'épuisaient. Elle a promis de le soutenir financièrement. Robert était maintenant entièrement dépendant d'elle. Il avait coupé les ponts avec sa famille après s'être enfui. Il s'est également fait faire une fausse pièce d'identité, un permis de conduire au nom de Lonnie Donovan, et a acheté une moto avec l'argent de Sharon. Il faisait l'aller-retour entre Los Angeles et San Bernardino pour lui rendre visite, et elle lui donnait toujours de l'argent. Sharon l'aimait profondément, le voyait comme son compagnon de vie et voulait un avenir avec lui. Mais Robert, encore un adolescent de 19 ans dans l'âme, ne partageait pas la même intensité. Il était reconnaissant et l'aimait bien, mais il n'était pas aussi engagé. Une fois qu'il s'est senti en sécurité et établi à LA, il a commencé à faire la fête. Des fêtes, fumer de l'herbe, des nuits folles à Hollywood, fréquentant d'autres filles. Il vivait une vie folle et insouciante, pendant que Sharon travaillait dur, pensant constamment à lui et économisant chaque centime de ses affaires pour le lui envoyer. Cela a continué pendant 2 mois de plus, jusqu'au 28 mai 1983. Ce jour-là, Robert roulait à toute vitesse sur sa moto, en retard pour l'une de ses fêtes sauvages. Il slalomait dans la circulation dangereusement. Dans un virage sans visibilité, il a doublé une voiture. Et soudain, une autre voiture arrivait en sens inverse. Le temps s'est figé. Il savait qu'il allait s'écraser violemment. Sa seule pensée était de sauter de la moto pour éviter d'être écrasé. Il a réussi à lever son corps, mais ses jambes ont percuté l'avant de la voiture. L'impact l'a projeté dans les airs, et il s'est écrasé au sol, se cognant la tête et perdant connaissance. Quand il a repris conscience, il ne sentait pas la douleur à cause du choc, mais il était assez lucide pour savoir qu'il ne pouvait pas rester. La police ou les ambulanciers viendraient et son identité serait exposée. Il a essayé de se lever, mais les passants lui ont dit de rester immobile. Sa jambe saignait abondamment. Il a regardé en bas et a vu les dégâts. Son talon était brisé et sa clavicule était également cassée. Il était impossible de bouger. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont emmené à l'hôpital. Il leur a donné sa fausse pièce d'identité. Les médecins ont jugé son état critique
et l'ont rapidement emmené en chirurgie. Après l'opération, il a été placé dans une salle de réveil. Il s'est réveillé le lendemain matin. Sa première pensée était de sortir de là, mais les infirmières ont insisté pour qu'il se repose. Il ne pouvait même pas se tenir debout. Il a décidé d'appeler Sharon pour qu'elle vienne le chercher, peut-être dans un fauteuil roulant, même s'il devait s'enfuir en cachette. Mais avant qu'il ne puisse appeler, un agent de police est entré dans sa chambre. C'était fini. L'hôpital avait effectué une vérification des antécédents après l'opération pour voir s'il avait une assurance. Ils ont rapidement découvert que la pièce d'identité était fausse. Lonnie Donovan n'existait pas. Une fois la blessure due à un accident, l'hôpital était déjà en contact avec la police. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il trouve sa véritable identité de fugitif Robert Nelson. Ils l'ont confirmé et l'ont placé en état d'arrestation, là, dans son lit d'hôpital. Après plusieurs jours de convalescence, les médecins ont donné le feu vert pour son transfert. Il a été arrêté une nouvelle fois, seulement 5 mois après son évasion initiale. Il a été détenu en Californie, puis extradé vers la Floride. Il a été jugé en Floride une fois de plus, cette fois pour s'être évadé de prison. Il a été reconnu coupable et ses pires craintes se sont réalisées. 15 années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine. Il devait purger les 23 années restantes de sa peine initiale, plus les 15. Et avec les 2 années déjà purgées, sa peine totale est maintenant passée à 40 ans. Sa vie a été détruite par la première peine. La seconde l'a complètement anéanti. Il était brisé. Sa famille et Sharon étaient désespérés. Robert est retourné en prison, incapable d'accepter cela. Au cours des 5 années suivantes, il a tenté de s'évader 7 fois. Toutes ont échoué. Le seul point, le positif. Il a finalement été transféré dans un établissement légèrement meilleur. Pendant sa peine de 40 ans, il a été transféré entre plusieurs prisons. Finalement, Robert a été libéré en 2020. Il avait purgé la totalité des 40 ans. Il est sorti à l'âge de 57 ans. J'ai trouvé son compte Instagram. Il ne publie pas beaucoup, mais sa photo de profil disait « 40 undone, free at last ». Un post le montrait avec sa femme, légendé « Love of my life », mentionnant qu'ils étaient mariés et heureux. Je ne pense pas que ce soit Sharon. Elle serait plus âgée que lui, et cette femme semblait plus jeune. Quoi qu'il en soit, il semble être content d'être sorti, même si la majeure partie de sa vie lui a été volée. Et cela nous amène à la fin de notre histoire. Si elle vous a plu, comme toujours, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Découvrez aussi ces autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.